Chers web spectateurs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Regard de la diaspora. Une fois encore, on se retrouve pour parler des sujets très importants de la société et spécialement de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons toujours nos deux chroniqueurs, bien sûr, qui vont rivaliser entre les idées et pouvoir comme ça apporter non seulement peut-être des idées complémentaires, ou encore des idées antagonistes. Alors, pour cette émission, nous nous retrouvons aujourd'hui au restaurant La Calebasse, un restaurant africain qui se retrouve bien sûr sur la rue Miran, à Québec, dans la ville de Québec. Le sujet de notre discussion sera Afrique, bombe démographique. Nous avons à ma droite Ibrahima Sidibé et à ma gauche Madame Semou Medina. Nous allons donc parler de l'Afrique comme un continent. Est-ce que c'est vraiment un continent qui doit contrôler les naissances ou alors tout simplement se laisser aller? Nous allons bien donner la parole à M. Ibrahima Sidibé pour qu'il puisse déjà donner une idée de sa position. C'est sûr que la démographie de l'Afrique suscite tellement de fantasmes que c'est un sujet que je trouve pourtant très important. Voilà un continent qui était presque décimé par les ravages de la colonisation, de l'esclavage, des luttes intestines des pouvoirs autoritaires. Et aujourd'hui, l'Afrique se retrouve à une espèce de croisée des chemins, donc avec une population qui est jeune, extrêmement jeune, 60% de la population a moins de 25 ans, et surtout, il y a un taux d'accroissement naturel qui fait jaser, qui fait fantasmer tous les démographes. Je vous donne simplement quelques chiffres éloquents. Donc, actuellement, le continent africain, c'est 1,1 milliard d'habitants. C'est 14% de la population mondiale et on estime que d'ici 2050, donc dans 30 ans, ce chiffre peut aller jusqu'à 2,5 milliards, soit 22% de la population mondiale. Et donc avec un taux de croissance de 2,3%, c'est-à-dire de 2,3% de renouvellement de la population. Ce qui fait que donc sur 40 des 50 États ont un taux de fécondité, les femmes ont un taux de fécondité qui sont les plus élevés au monde. On estime à peu près à 4 enfants par femme en moyenne sur le continent, le record absolu étant battu par les Nigériennes, qui sont entre 8 et 9 enfants par femme, et surtout les pays sahéliens. Donc, bien sûr, cette situation est extrêmement disparate quand on regarde le continent dans sa globalité. Il y a des endroits où on a des fortes densités, il y a des pays qui sont encore pas denses, du tout, ou très peu denses. Les pays sahéliens qu'on parle, par exemple, les densités sont extrêmement faibles. Mais alors que le Nigeria ou l'Éthiopie ou dans certains pays comme la RDC, là où on a des densités de population, et certains pensent que ça peut aussi expliquer quelquefois les conflits, les tensions que nous voyons aujourd'hui sur le continent. Donc, ça c'est un peu le décor. Mais après, une fois qu'on a dit ça, c'est le reste, que comment on va organiser, comment on va mobiliser les énergies, comment on va faire pour accompagner cette vitalité démographique. Est-ce que c'est une chance ou pas ? Donc c'est là que se situe le débat. Alors, dans la mesure où quand on voit les problèmes de l'Afrique aujourd'hui déjà, manque d'eau, manque de services publics, difficulté de trouver du travail, est-ce qu'on pourra s'en sortir avec des pays qui doublent, qui triplent leur population tous les 10 ans? C'est ça la question. Votre discours nous semble un tout petit peu alarmiste. Cependant, on va aller pendant notre émission au fond du problème et comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors, Madame Medina, face à cette situation, que diriez-vous par rapport, bien sûr, à l'Afrique comme une bombe démographique? Il faut rappeler qu'il y a 4 siècles environ, l'Afrique représentait près de 17% de la population mondiale. Ce chiffre a chuté pour atteindre 7% en 1900. Donc évidemment, Ibrahima, tu en as parlé, la traite négrière est certainement passée par là, à l'origine de cette brutale baisse de la population africaine. En 2019, l'Afrique représente de nouveau 17% de la population mondiale. Pour moi, l'Afrique retrouve ses enfants perdus, ses enfants réduits, qui ont été réduits en esclavage, ces enfants qui ont été humiliés, torturés, fouettés et déshumanisés.
Pour moi, l'Afrique retrouve ses deux jambes, retrouve tous ses enfants. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est l'Afrique bombe démographique. Absolument. Par contre, pour moi, l'Asie est une bombe démographique. L'Inde. Oui, l'Asie est une bombe démographique. Pourquoi? Parce que l'Asie est le continent le plus peuplé au monde. 1,3 milliard d'Africains sur le continent. En Asie, on en a combien? On a 4,6 milliards. Donc en fait, c'est énorme. Soit plus de la moitié de la population mondiale, ça représente 60% de la population mondiale. L'Afrique ne représente aujourd'hui que 17% de la population mondiale. Il y a 4 siècles, c'était déjà ça. Pour descendre après à 7% et pour retrouver ces 17%. Voici la situation. En Asie, certains pays mènent des politiques pour limiter les naissances, comme la Chine et l'Inde, oui. Mais les pays d'Asie de l'Ouest, l'Asie centrale, l'Asie du Sud ont un taux de fécondité de plus de 5 enfants par femme, en Afghanistan par exemple. 4 au Yémen et au Pakistan. On a juste à mettre ça en relief. Aujourd'hui, l'Asie compte 4,6 milliards d'êtres humains. Plus de 60% de la population mondiale se situe en Asie. Et on est en Afrique à 17% de la population mondiale. On est 1 milliard. Oui. 1,3 milliard. Donc en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Selon les projections de l'ONU, qu'est-ce qu'on dit? Le continent le plus peuplé en 2100, ce sera toujours l'Asie, ce ne sera pas l'Afrique. Donc le schéma est identique à celui d'aujourd'hui en 2020. Alors de retour à l'émission Reggae de la diaspora, on parle bien sûr de l'Afrique comme bombe démographique. Il a été démontré déjà jusqu'à présent par nos deux chroniqueurs que l'Afrique d'un côté peut être très dangereuse au niveau des chiffres de la démographie et d'un autre côté, non, on ne fait que se retrouver par rapport aux années 60 où on était à 7 enfants par femme et aujourd'hui on est presque à 3-4 enfants par femme, fait que nous allons essayer de comprendre maintenant avec nos chroniqueurs quelles pourraient être vraiment spécifiquement les conséquences d'une démographie accélérée et aussi il faudrait bien savoir comment contrôler cela et quelles peuvent être donc les issues de contrôle, les marges de manœuvre. Avec M. Ibrahima. Mais les marges de manœuvre, c'est ce que, par rapport à ce que je viens d'évoquer, on est d'accord que la population est d'abord un atout. C'est un atout à condition qu'on puisse l'accompagner avec des États crédibles, avec des systèmes d'organisation qui soient pérennes, avec des institutions. Alors que quand on regarde la situation de la plupart des États africains actuellement, on ne voit pas beaucoup de pays qui commencent à se structurer et qui commencent à prendre ces dossiers-là à bras-le-corps. Et c'est ça que je dénonce tout simplement. En soi, le reste, pour la démographie, c'est ce que sur le territoire, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, il y a encore de l'espace dans beaucoup d'États. Mais par contre, par rapport à la distribution des richesses, par rapport à la corruption, à la gestion quotidienne, que ce soit dans les familles ou plus dans les entreprises ou au niveau de l'État, c'est ça, il y a du travail, il y a énormément de travail à faire. Et moi, je pense que si on ne rationalise pas et qu'on continue à faire des enfants à tort et à travers sans se poser des questions... Parce que pour vous, on fait des enfants à tort et à travers. Je ne sais pas, je trouve simplement, je disais que chacun doit gérer sa fécondité par rapport à ce qui est ses ressources, comment il se projette. On n'a pas parlé du rôle de la religion, de l'influence des religieux, qui sont contre la contraception, qui sont contre tout ce qui peut permettre aux femmes de prendre leur vie en main, de contrôler leur naissance. Alors, les naissances, ça leur donne accès beaucoup plus à l'école. Et la meilleure des contraceptions, pour moi en tout cas, c'est d'ailleurs l'éducation. Il suffit de voir les taux d'éducation des filles qui quittent l'école beaucoup plus jeunes, qui sont mariées beaucoup plus tôt, et pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Mais ceci étant dit, c'est pour ça que je dis, ce sont des sujets qui sont des sujets internes. Moi, ça ne m'intéresse pas que les Occidentaux ou les autres se mêlent de ça. Parce que c'est des questions propres aux Africains. C'est pour ça que je pense que c'est aux Africains de prendre à bras le corps ces sujets et essayer de les régler.
Tout Et à simplement. votre avis, est-ce que cette prise de conscience ou alors cette prise de contrôle doit être faite à la base, c'est-à-dire par les dirigeants, par les présidents, ou la société même doit faire une prise de conscience? Mais tout le monde, la société civile sûrement, puisque les États sont, comme je vous l'ai dit souvent, ils sont souvent défaillants, mais la société civile, il y a des associations, les femmes qui s'organisent. Regarde les campagnes qui sont en train de se passer aujourd'hui, l'excision et des choses, certaines pratiques sont en train de les reculer parce que on a expliqué aux gens pourquoi certaines pratiques, certaines choses doivent être dépassées et surtout de contextualiser, c'est-à-dire s'intéresser à ce qui se passe. On est dans un monde global, un monde qui va devenir de plus en plus cher. L'éducation, ça se paye, la santé, ça a un coût. Mais c'est sûr que si on ne veut pas prendre ces choses-là, avant de fonder une famille et qu'on veut penser tout simplement que c'est Dieu qui donne l'enfant et on le fait jusqu'à ce qu'on s'arrête, on a des soucis à se faire, c'est simplement ça. Considérez-vous qu'il n'y a pas eu assez il n'y a pas eu assez de contrôle actuellement, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. En 1960-70, on était à 7 enfants par famille. Aujourd'hui, c'est 3-4 enfants par famille. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un bon contrôle là? Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à un enfant par famille pour considérer qu'on est avancé, qu'on a quand même déjà des choses en main? Non, moi je ne veux pas m'avancer sur des chiffres. Je trouve que c'est... Non, c'est des chiffres donnés oui, par... mais je dis simplement, il faut qu'on puisse avoir des États qui puissent avoir un contrôle des naissances et un contrôle de leur population. Après, sur le curseur, ça dépendra de chaque État et de sa géographie, de son histoire propre. Okay. Je parlais par exemple des pays sahéliens. Les pays sahéliens ont beaucoup de difficultés d'accès à l'eau, d'accès donc à un système d'organisation de l'espace qui font que, mais c'est sûr qu'un Mali, le Mali par exemple, en 1900, quand moi je quittais le Mali en 91, c'était 7 millions d'habitants. Aujourd'hui on est à 21 presque millions d'habitants. Donc, alors que les structures n'ont pas bougé. Donc ça, c'est ça aussi le fond du problème. Donc quand les écoles ne suivent pas, donc tu as toute une génération de gens qui sont sacrifiés. Et c'est eux qu'on trouve dans les bateaux qui sont prêts à toutes les aventures pour s'en sortir. Et ça, je les comprends. Ouais, parce qu'un jeune, par définition, il a besoin de rêver, il a besoin de se donner des défis. Je pense par rapport à ça, j'aimerais bien prendre le son de cloche de Madame Simon. J'entends bien. J'ai beaucoup de mal avec ce type de discours intellectuel, pardonne-moi, que je trouve un peu déconnecté, parce qu'en fait, les yaka faucons, il y en a beaucoup. Et les réalités africaines, je ne vais pas vous faire l'injure, vous les connaissez bien. Très, très mais c'est vrai que quand on est en Occident comme ça, on est un peu déconnecté réellement des choses. Il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 60 ans, que beaucoup d'États africains devenaient indépendants. Donc il y avait beaucoup de choses à gérer. Reprendre le contrôle sur le pays, en tout cas essayer. L'histoire de la démographie ne faisait pas partie des schémas. Est-ce qu'on peut en vouloir à des États qui rêvaient d'indépendance, prendre simplement leur pays en main, de ne pas avoir pensé des schémas comme ça tout fait, tout en sachant que des schémas tout faits, même en Occident, ça ne fonctionne pas. La preuve avec la pandémie Covid, où justement on n'a jamais pensé qu'en France, qu'aux États-Unis, qu'il y aurait eu autant de morts. D'accord ? L'Afrique s'en sort plutôt bien, Dieu merci, jusqu'à maintenant. Donc en fait, il n'y a pas de schéma tout fait. Par contre, il y a la nécessité de faire des plans, des projections. Et il y a des outils de mesure pour ça, avec les organisations internationales, mais sur le terrain. Chaque pays a la possibilité effectivement de faire des projections, mieux en tout cas que ce qui a été fait auparavant. Donc quand on dit que les États doivent prendre conscience de ce certain nombre de choses et que la population doit aussi faire sa part, bien sûr, ça c'est dans tous les pays du monde, sur tous les continents. Sauf que vous avez dans beaucoup de territoires des enfants de 12 ans, de 13 ans qui sont mariés de force pour 2 vaches ou pour quelques noix de cola. Une jeune fille qui se marie de force à l'âge de 12 ans, l'année suivante, elle a au moins un enfant. Si ce n'est
si ce ne sont des triplés ou des jumeaux. Il y a un reportage qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, une femme qui a 39 ans et qui a 34 enfants. Sauf que le reportage a été... On a pris juste un extrait, comme on sait tellement bien le faire. Les 34 enfants de cette dame, donc elle a accouché, donc 15 fois. Elle a été mariée de force à l'âge de 12 ans pour 3 bœufs. C'était déjà prévu avant même sa naissance. Cette femme a eu ses 34 enfants avec son mari, avec lequel elle a vécu 18 ou 21 ans. Son premier enfant, c'était un enfant unique. Et puis après, elle n'a fait que des jumeaux, des triplés, des quadruplés, etc. Et comme le reportage est scindé, on ne voit pas tout le reportage. Donc tout le monde assassine cette dame. Elle a été voir un médecin du coin. Un médecin du coin. On ne va pas dire un sorcier, mais un médecin du coin. À l'époque, ce médecin lui a dit, comme tu as l'ovulation très importante, etc. Donc il ne faut pas, si tu fais ça, tu meurs. Si elle était dans un autre pays où peut-être elle avait des soins, ou même dans le même pays, mais elle pourrait voir un médecin avec des moyens contraceptifs adaptés. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu autant d'enfants. Mais il y a la religion qui joue. Il y a les us et coutumes. Il y a tout ça. Et ça, c'est le contexte africain. Que les démographes, que les spécialistes européens ne voient pas, ne calculent pas. Parce que ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur identité. Et c'est pour ça que quand on parle de l'Afrique, de toute façon, on va toujours en parler avec passion. Parce qu'il y a des réalités humaines. Et ça, on ne peut pas passer à côté. Donc il y a les chiffres, bien sûr. Il y a ce qu'on devrait faire. Il y a ce qu'on pourrait faire. Et il y a ce qu'on peut faire là, immédiatement. Ce qu'on peut faire là, immédiatement, avec les gouvernements que nous avons, c'est au moins de proposer des perspectives d'évolution. Espérer que la jeunesse puisse prendre le bâton de pèlerin et entrer en politique. Et ce n'est pas si facile. On peut prendre différents pays. On ne va pas les citer là, on ne veut pas de problème. Moi, je veux pouvoir aller en Afrique tranquille. Même si on dénonce un pays, là, des fois, on va dire, vous avez dit telle chose sur le Cameroun, vous ne rentrez pas. Par exemple. D'accord? C'est une réalité aussi. Et ces réalités-là, il faut que nous puissions en parler. On sait la corruption qu'il y a. Tout ça, ça prendra du temps. Et c'est ça que j'explique. Bien sûr, on a des problèmes structurels importants. L'éducation est un fer de lance où il faut cette éducation-là. Aller dans les villages, expliquer, prendre le temps. Mais il y a aussi ces habitudes. Ces sensibilisation, si je comprends bien. C'est de la sensibilisation et de l'éducation. C'est de la sensibilisation et de l'éducation. D'accord? Ça passe par là. Sauf que ça prend son temps. Parce que les peuples et les mondes africains sont extrêmement compliqués sur le terrain. Et que ce qui s'applique en Europe, en Occident, on ne peut pas faire un copier-coller. D'ailleurs, si c'était copier-coller, c'était possible. Tout ce qui se fait copier-coller, c'est désastreux sur le continent. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'en première partie d'émission, j'ai rappelé ces chiffres. Non pas pour faire de l'hystérie et rentrer dans un truc de passion, pour parler de façon démesurée de l'Afrique. Non, c'est simplement pour remettre les choses dans leur contexte. Et on a trop souvent l'habitude de critiquer l'Afrique, alors que nous venons même de ce continent-là, plutôt que d'apporter des solutions concrètes. Donc c'est pour ça que je faisais le parallèle, sans revenir sur ces chiffres-là, parce qu'on les a suffisamment dit en première partie. C'est pour ça que je faisais le parallèle. Voilà ce qui se passe en Asie. Voilà, bien sûr, c'est pas la même histoire, mais le 17% là, moi j'entends pas les démographes et les spécialistes européens, quand ils parlent de l'Afrique, rappeler qu'avant 1900, c'était aussi, il y a 4 siècles, par exemple, on était à la même situation. Donc, quand ils parlent de boom et de bombe en disant que, ils oublient de dire que, en 2100 ou en 2050, le continent où il y aura le plus d'habitants, ça restera l'Asie et non pas l'Afrique. Quand on parle de ça, on a l'impression, dans les oreilles de l'Occident, de celui qui est en Occident, il se dit c'est l'Afrique va tout dévorer. Mais qui a peur que l'Afrique dévore quoi d'ailleurs ? Alors, on le ressent très bien à travers vos mots que la clé, ce n'est pas freiner complètement la démographie. C'est pas mon propos, permettez-moi, Florent, c'est pas mon propos de dire ne pas freiner. Je dis que parce que j'ai pas répondu en réalité à cette question. Oui. J'ai donné des chiffres. Je dis que les pays africains ont des contextes, ont des us et coutumes, ont une histoire
et ça va avec son temps. Et donc, les projections doivent être appliquées, mais au rythme, effectivement, du continent et de la compréhension de chacun. On est d'accord qu'il faut réguler un certain nombre de choses, mais ce n'est pas un copier-coller qui proviendrait de l'Occident. C'est ce que je t'ai dit d'ailleurs d'emblée, en disant que de toutes les façons, il faut sortir de ce débat justement occidentalo-centré, qui a toujours été à côté de la plaque. Mais ce n'est pas parce que les Occidentaux parlent de certaines choses qu'il ne faut pas s'en occuper. Des routes, des écoles, des systèmes de santé, et par aussi des perspectives. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on pourra peser, au même titre que la Chine ou l'Inde, dans le concert du monde et dire notre parole et défendre nos valeurs, notre culture, comme tu sais bien le faire. Mais on ne peut pas simplement occulter les réalités qui sont là, la criminalisation du continent, les trafics, les grands courants des trafics de drogue internationaux. Aujourd'hui, je prends simplement l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, où certains pays sont en train de devenir des narco-États. La Guinée-Bissau, aujourd'hui, on parle de narco-État, c'est-à-dire depuis le président jusqu'au simple citoyen, ils sont presque, tout le monde est embarqué par des cartels colombiens, philippins, enfin. Si on revenait à notre sujet. Donc c'est dangereux. Et c'est ça aussi. Je m'éloigne un peu de la démographie. Mais je dis simplement, si on n'occupe pas les gens, ils vont trouver des moyens de s'occuper. C'est important pour moi de remettre les choses dans leur contexte. Je dis qu'il y a 60 ans, plusieurs pays, plusieurs États prenaient donc leur indépendance. Il y a énormément de choses qui ont été construites. On l'a rappelé durant la journée mondiale de l'Afrique, le 25 mai dernier, qu'il y a plusieurs États qui se sont constitués. En 1963, on voyait cette création de l'Union africaine, voilà, de l'OUA. Ça a donné ce que ça a donné. Il y a énormément de choses à faire. C'était pour accompagner certaines indépendances. On ne peut pas rester là-dessus en disant que rien n'a été fait. Les défis sont éminemment importants. La population est jeune. C'est une population qui a besoin d'emploi. Les défis structurels sont importants. L'électricité, l'eau potable, tu l'as rappelé tout à l'heure. Mais moi, je ne vais pas aller critiquer. Et je ne le ferai pas parce qu'en fait, ce serait injuste vis-à-vis de ceux qui travaillent et qui, bien sûr, il y a un problème de corruption. Ça veut dire que dans les pays occidentaux, il n'y a pas de corruption. C'est ça que ça veut dire? Il n'y a pas de corruption, les choses voilà. Si on peut parler effectivement des pays occidentaux, est-ce que ces richesses, évidemment, ne sont pas fondées sur des richesses prises directement sur le continent africain? Donc, cette nouvelle génération qui, justement, est en quête d'avenir, qui a besoin nécessairement d'emplois, de perspectives pour aller au-delà, justement, de tout ce qu'on peut voir avec une situation désastreuse dans un pays, c'est cette même jeunesse qui prendra ses responsabilités tôt ou tard, parce que c'est comme ça. Cette jeunesse prendra ses responsabilités pour accéder au pouvoir et donner une nouvelle dynamique au continent africain. Je vais juste vous demander de donner votre dernier mot en quelques secondes. En quelques secondes, la démographie doit être abordée, la démographie de l'Afrique, pour moi, elle doit être abordée en profondeur. Il faut qu'on sorte du déni et tout en n'étant pas alarmiste. C'est tout. Merci. Et travailler. Merci. À bâtir une Afrique en paix, une Afrique où les gens vont s'épanouir chez eux dans des conditions qui leur seront propres. Merci, Monsieur Sidibé, et merci pour votre dernier mot. Madame Simon. Pour répondre à la question, l'Afrique, bombe démographique, vous aviez mis donc un point d'interrogation. L'Afrique, bombe démographique, je dirais non. L'Afrique se développe. Il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir répondre aux besoins de ces populations qui augmentent. Et si on met en parallèle le continent africain et le continent asiatique, on verra qu'on n'est pas plus pire, comme on dit ici au Québec. Alors, chers web spectateurs, merci beaucoup du temps que vous avez pris pour nous écouter. On espère que vous en ressortez quand même mieux informés, ou alors vous en ressortez quand même un tout petit peu plus, avec plus d'illustrations au niveau bien sûr de ce thème. Ce qu'on peut en dire, moi, en conclusion, c'est que cette transition démographique doit se faire selon les pays et qu'on s'adapte au fur et à mesure selon les infrastructures et bien sûr selon chaque société. En attendant donc de se retrouver pour la prochaine émission, nous vous souhaitons une bonne fin de journée
Et on espère, monsieur Ibrahima, se retrouver très vite. Avec plaisir, toujours passionné de Avec plaisir, c'est ça, les confrontations. des enjeux africains. Oui, voilà, des enjeux africains. Alors, bien sûr, à cette émission, vous aurez toujours Cette confrontation. une confrontation sur des sujets très importants. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus tard. Bye bye.